de prendre un peu de recul dans cette actualité assez lourde et un peu anxiogène. Mais on va commencer avec un témoignage très fort sur Europe 1 et sur CNews. C'est le témoignage bouleversant, mais vraiment bouleversant, d'un père de famille qui a été lynché, mais sans aucune raison devant chez lui. Il s'est carrément vu mourir sous les coups de ses agresseurs. Heureusement, les forces de l'ordre sont intervenues in extremis. C'est Anaïs Baucher qui nous raconte cette histoire et on en parle. Ce sera le premier thème de notre soirée. Il était 4h30 à peu près, j'entends des pleurs de femmes, je tends l'oreille et j'entends des voix d'hommes autour. Je vais aller voir quand même s'il y a besoin d'aide. Et donc j'aperçois 3 personnes en rond en train de se tenir par les bras. Je leur demande, je leur pose clairement la question, est-ce que tout va bien? Avez-vous besoin d'aide? Là, je me suis senti vraiment en danger immédiat. Ils commencent à crier, ils se mettent à se ruer sur moi. Il y a un chien avec vous? Et il y a un chien, en effet, un chien qui ne me paraît pas très gros, mais court sur pattes, avec un gabarit costaud. Et donc, je pense tout de suite à un chien que je dirais chien d'attaque. Et donc, ça rajoute à mon stress. Je pense que je cours une centaine de mètres. Et j'entends crier va chercher le sabre, va chercher le sabre. Et là, je me suis dit, s'ils me rattrapent, je suis mort. Ils vont me découper et je suis mort. Donc j'ai couru le plus vite possible et j'ai voulu me réfugier dans une cour d'une maison qui est en contrebas à 300 mètres de chez moi à peu près. Et en fait, au moment où je rentre dans cette cour, des détecteurs de présence allument des spots. Et donc je regarde par où je peux m'échapper de cette cour et la cour est fermée, il n'y a qu'une entrée et en fait je vois la voiture de mes agresseurs qui arrivent en fait. Ils étaient retournés à leur voiture pour me rattraper plus vite et pendant ma course, au moment où ils retournent à leur voiture, j'en entends un dire roule-lui dessus. J'entends dire va chercher le sabre et ensuite j'entends roule-lui dessus. Et donc j'arrive à me mettre dans cette cour, mais malheureusement je ne suis pas caché et les lumières l'ont indiqué tout de suite l'endroit où je me trouvais. Là, c'est là que ça commence, en gros. C'est là et en fait, voilà, ils descendent de voiture, il y a une première un premier qui arrive. Juste l'agression, elle commence là, quoi. Et voilà, réellement les coups commencent à cet endroit-là, c'est ça. Voilà, ça c'est le témoignage très fort, vous l'avez compris, de cet homme qui a été lynché sans aucune raison devant chez lui. Grégory Joron, on en est là aujourd'hui. Ouais, c'est glaçant. Témoignage assez impressionnant. Ce qui m'inquiète et ce qui fait peur, c'est qu'on a l'impression qu'on n'arrivera pas à revenir en arrière, puisque, encore une fois, le message politique est très dilué sur le sujet. Je m'explique rapidement. Il y a une explosion des atteintes aux personnes, c'est une réalité. Et je pense que tant qu'on n'aura pas un message clair, puisque là, les agresseurs sont renvoyés au 4 décembre pour leur jugement. C'est qu'ils ont été arrêtés et ils sont libres. C'est ça, c'est important aussi. Et en fait, je pense que c'est là qu'on doit avoir une politique pénale extrêmement claire et ferme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agression physique possible. Et les agresseurs, alors on parle souvent des agresseurs de force de l'ordre. Étant policier, on en fait toujours, nous, un totem. Mais de toute façon, l'intégrité physique devrait être sacralisée réellement. Et donc, ça prend tout son sens dans ce genre d'affaires-là. On ne touche pas aux gens. Louis de Ragnal, témoignage fort et glaçant. Je trouve ça terrifiant. Et ce qui est encore plus terrifiant, c'est que c'est devenu une scène de la vie quotidienne en France. Et donc, ce qui est arrivé à ce monsieur peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, à tout point du territoire français. Et ensuite, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est le ras-le-bol. Les gens ne supportent plus ça et ils ont bien raison. Il y a une exaspération, une colère qui monte en France. Et c'est vrai que ça doit alerter quand même le politique sur le fait que, notamment, il y a l'agression en elle-même. Et après, il y a le fait que ces personnes-là seront présentées à un juge en décembre. Et le délai qui s'écoule pendant tout ce temps est insupportable et impossible à comprendre. Il y a une histoire, je viendrai, c'est que cette famille avait quitté la ville pour être un peu plus tranquillou. Et on voit ce qui se produit. Notre mère, on le sait, d'ailleurs on commente assez régulièrement sur la chaîne, il y a une montée en puissance de la violence, et une sorte de violence parfois même gratuite, ce qu'on appelle l'ultra-violence, terrible de la part d'une minorité qui se croit tout permis. Et ce qui est vrai, c'est que derrière les discours que j'entends depuis des mois et des mois, l'emballement même de certains pour des nouveaux ministres de l'Intérieur qui sont censés mettre de l'ordre, pour l'instant, moi j'ai l'impression qu'on ne revient plus en arrière. C'est-à-dire que les choses s'installent, se banalisent même. Voilà. Avec beaucoup de gens d'ailleurs qui souvent... Là le monsieur a porté plainte, mais je suis sûr qu'il y a bien des fois où les gens ils vont plus porter plainte parce qu'ils pensent que ça sert à rien.
Voilà. J'ai échappé au pire. Alors bon, voilà. Donc cette minorité-là, elle doit être, je dirais, sanctionnée durement tout de suite. Je veux dire, les systèmes pénals qui marchent, ce sont ces systèmes, à la canadienne par exemple, où à la première infraction, il y a sanction, la sanction est exécutée, elle est suivie par des magistrats. Sinon, Alors, je vous propose justement d'écouter l'épouse de cet homme et sur le constat, c'est qu'en fait, les agresseurs sont libres jusqu'à la comparution. Écoutez l'épouse de cet homme. J'ai été très en colère parce que à mon sens, ça allait comme ils étaient tout de suite en garde à vue et qu'ils ont tout de suite été chopés par les gendarmes. J'imaginais que ça allait être traité assez rapidement. Un sentiment un peu d'incompréhension parce que je vois l'état dans lequel est mon mari. Honnêtement, on va devoir attendre, avancer dans le temps en attendant la suite, en espérant que tout aille bien et qu'on puisse retrouver de la paix, on puisse se retrouver, qu'on sorte de cette espèce d'hyper-vigilance intérieure, d'appréhension aussi, et qu'on ne s'inquiète pas quand on quitte la maison. J'espère que les sanctions seront à la hauteur de la peur déjà qu'on a éprouvée, de la douleur et physique et psychique. Fort le témoignage, hein. C'est fort. Mais la fin, j'espère que les sanctions seront à la hauteur. Enfin, sincèrement, moi, François Pupponi. Elle espère qu'elle vivra tranquille, mais je pense qu'ils vont vivre dans l'angoisse permanente, quoi. Déjà... Parce que selon sur qui ils sont tombés, le profil des agresseurs, mais ils sont capables de revenir. Hein. C'est ça. C'est pas la sanction qui va leur faire peur. Hein. Quand vous dites roule-lui dessus, prends un sabre, c'est des gens qui sont capables de tout, y compris de tuer quelqu'un pour une raison futile. Donc ils vont vivre longtemps dans l'angoisse. Et quand ils vont sortir de chez eux, ils vont regarder ce qui se passe pas. J'espère que les gendarmes feront des rondes, mais voilà, je suis convaincu que ces gens-là finiront par déménager. Parce qu'à un moment, ça sera tellement invivable pour eux, pour leurs enfants, pour tout le monde, que parfois, ils disent, vaut mieux partir, sans laisser d'adresse, entre guillemets, on va vivre ailleurs, et puis comme ça, on pourra retrouver un peu de paix. Ce qui est terrible, c'est qu'ils avaient quitté la ville pour être tranquilles. Oui, mais c'est un peu la double peine. C'est-à-dire qu'on est tranquille nulle part. On est tranquille nulle part. Et puis également, on évoquait sur ce même plateau hier cette violence incroyable du côté de Nîmes, où il y a deux bandes, règlement de compte à Hockey Choral, avec carrément un jeune homme de 19 ans qui a été ligoté, tué par balle et dont on a immolé le corps. Et en plus, de surcroît, on a diffusé cette vidéo sur les réseaux sociaux parce qu'évidemment, il y a une guerre des gangs. Et on en est là aujourd'hui. C'est ça qui est terrible, Grégory Grosjean. Oui, une guerre de territoire. En plus, là, on est sur l'élargissement de la zone de chalandise. Du célèbre quartier Pissé-Vin de Nîmes, dont on a beaucoup parlé sur ce plateau. De la DZ Mafia qui essaye de prendre justement des parts de marché. Donc on est en pleine guerre de territoire avec évidemment, malheureusement, les modèles sud-américains qu'on exporte, qu'on importe plutôt. Oui, qu'on importe, pardon. C'est ça, on pourrait peut-être exporter, mais là on l'importe. Non, on importe pour faire peur, pour terroriser la bande rivale, pour montrer qu'on peut aller très 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 loin, parce que là pour le coup c'est barbare au possible. Noémie ? Oui, alors je distinguerai quand même les guerres entre gangs et les agressions gratuites à la personne. Ouais. Non pas que ce soit moins grave, mais malgré tout, les guerres entre gangs, ce sont souvent deux gangs qui eux-mêmes sont déjà dans la violence au quotidien, qui se partagent le butin, qui sont dans des problèmes de drogue, etc. Mais le témoignage qu'on a vu juste avant, c'est un environnement. C'est l'explosion de la violence partout. Je vous rejoins, c'est-à-dire que c'est un phénomène, dans ce sens-là, c'est un phénomène structurel qui est à la fois barbare et en même temps ordinaire. Ce phénomène structurel, il se vérifie dans les chiffres par l'augmentation de toutes les violences à la personne, les agressions, les violences gratuites, etc., etc. Donc il y a une augmentation de la violence. Ce qui est peut-être différent maintenant, c'est qu'on a plus de facilité à le dénoncer. Je me souviens, il y a seulement quelques années, lorsque Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur, souvenez-vous, il avait prononcé le mot d'ensauvagement pour parler du drame de Crépol, et ce mot avait fait hurler beaucoup de gens qui considéraient que c'était un mot qui appartenait à l'extrême droite. Or, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ?
aujourd'hui. On voit une réalité qui nous rattrape. Et on voit que ce phénomène d'ensauvagement, il se vérifie sur le terrain, il se vérifie dans le quotidien, malheureusement, de beaucoup de Français. Et on a plus de facilité à le dénoncer, malheureusement, parce qu'il se développe. Donc, c'est peut-être, si on essaye d'entrevoir une lumière, si je puis dire, c'est dans cette facilité à le dénoncer. Et maintenant, je rejoins très bien ce qu'a dit M. Pupponi, c'est-à-dire qu'on peut continuer à dénoncer ça tous les jours, tant qu'il n'y a pas de mesures fermes qui sont prises, tant qu'il n'y a pas des réponses pénales qui ne favorisent pas la récidive, eh bien, on tourne en rond. Et donc, la question, c'est de savoir qui va arriver au pouvoir à un moment donné et va arrêter de faire des grandes déclarations, des grandes promesses, et va très concrètement faire en sorte que quand on sorte dans la rue, on ne se sente pas en danger, on ne se sente pas en insécurité, on puisse simplement vivre en sécurité, ce qui est quand même la moindre des choses. Ce qui est surréaliste dans cette affaire, au-delà de l'horreur de l'action, c'est terrible, c'est que la bande adverse, qui pouvait être suspectée, enfin en disant c'est peut-être un des leurs qui a été tué, a fait un communiqué en disant c'est pas un des nôtres, ils ont tué un des leurs. Maintenant, ils font des communiqués de presse. Ouais, bien sûr. La DZ fait des communiqués de presse sur les réseaux sociaux, ils expliquent, c'est pas nous. Bien sûr. Allez, les amis. On a beaucoup de... Julien, très rapidement, parce que nous sommes très en retard. J'entends ce que dit Noémie, mais on a changé de stade. Ouais. Il y a une montée de la violence, etc. Là, le problème qui est posé à la société française, c'est que les narcotrafiquants, parce que maintenant on peut parler de narcotrafiquants, sont installés, ont un pouvoir considérable. Et en face de ça, pour l'instant, l'État, malgré les déclarations qu'il a faites, s'avère impuissant à faire tomber ces réseaux. Or, ces réseaux, d'abord, ils ont des sources financières. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à ces sources financières, qui sont souvent dans les Émirats, c'est-à-dire que les chefs sont dans les Émirats, accumulent des comptes en banque considérables, et après gèrent une petite mafia sur le terrain, etc. Tant qu'on ne s'attaquera pas à ça, eh bien, nous aurons une montée en puissance, parce que les sommes financières qui sont en jeu sont tellement considérables qu'ils arrivent à détourner dans n'importe quel jeune, en lui promettant longtemps 10 000, 15 000, alors il commence comme chauffeur, comme guetteur, et après il devient tueur. Mais il n'y a pas que les dealers, vous avez aussi les casseurs, les agresseurs, les pilleurs. Oui, là, il y a toute une délinquance qui n'appartient pas forcément au réseau criminel qui est lié à la drogue et qui se développe aussi en France. Donc c'est beaucoup plus large que ça. Quand vous cherchez, vous pourrez faire des statistiques, vous verrez, ces clients-là, c'est à peu près certains qui sont liés au trafic de stupéfiants. Et quand on regarde maintenant quasiment partout, le trafic de stupéfiants structure cette violence-là.